peux attaquer? C'est bon? Ça roule? Bon, bah, impeccable. Et ben, du coup, je vais commencer. Donc, l'idée, c'était d'appeler ça Débloque-toi, parce que je voulais faire un petit tour. On m'a proposé de m'exprimer sur ce qui tourne autour de logiciels à la Scratch et les cartes à microcontrôleurs Arduino. Donc, comme moi, j'avais réalisé une vidéo pour initier les gens, parce qu'en fait, je fais des ateliers pour enfants à partir de 8 ans. Et hop, j'essaie d'avoir la souris correctement. Ah, alors là, c'est la blague de la journée, ça passe. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites en dehors, puisque moi, je suis enseignant. Après, on a essayé de mutualiser pour des associations du travail de ce type-là, qui consiste à créer et à mettre la main à la pâte pour récupérer un petit peu le terme, qu'on soit dans des Fab Labs ou des associations comme les Petits Débrouillards ou d'autres associations nantaises, dont je suis issu. Et donc l'idée principalement, c'était d'être dans la bidouille, d'être vraiment dans l'application manuelle. Et il se trouve que depuis quelques temps, maintenant, on a la programmation qui est rentrée dans les cycles, donc à l'école, au collège, et puis au lycée, on avait des options. Sauf que maintenant, la nouveauté, c'est qu'on a un nouvel enseignement qui est pour tous les élèves de seconde. Donc la notion de programmation, ce qu'il y a derrière, elle va être assez importante à comprendre. Maintenant, pour les élèves, ça fait partie de leur cursus. L'idée, c'est pas tant de faire la programmation pour la programmation, c'est d'arriver à comprendre. C'est surtout ça, c'est de donner les outils pour comprendre le monde qui les environne. Donc, quand ils sont assez petits, on peut démarrer en fait avec le cycle 3, avec de l'informatique sans ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, on les initie à la pensée informatique. La pensée informatique, c'est simplement une structuration de pensée, comme quand on fait une rédaction en français ou autre, on se rapatrie sur un style. Là, il y a un style spécifique, c'est la programmation. Donc il y a des activités qui ont déjà été faites et publiées sur les livres 1, 2, 3 de Coder, qui permettent aux enfants de comprendre des notions aussi simples que si il y a quelque chose, alors je prends une décision. Et ce si alors fait partie de la pensée informatique. Le prononcer en toutes lettres, le prononcer complètement, ça fait partie de la pensée informatique vers lequel on veut les envoyer. Évidemment, d'un point de vue purement commercial, il y a coder, ce qui ne veut rien dire du tout, puisqu'il est hors de question qu'ils voient le code avant le lycée. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie des éléments quand on veut vendre. Ensuite, un peu plus tard, on peut attaquer aussi à les faire manipuler sur des systèmes. Ça, ce sont des choses qui marchent bien en Angleterre, c'est vendu aussi en France, où les actions, vous allez les enchaîner. Ça, c'est une chenille Fisher-Price. Vous enchaînez les actions, vous la mettez en route, et du coup, la chenille exécute l'ensemble des actions. L'ensemble des actions, c'est ce qu'on appelle une séquence, et c'est ce qui va leur permettre de démarrer, c'est de comprendre que lorsqu'on donne des instructions, en fait, ce sont des séquences, c'est-à-dire un ensemble d'instructions, les unes après les autres. Donc voilà, si je veux que la chenille se déplace, je vais lui dire, tu fais ça, ça et ça. Il n'y a pas d'implicite. Elle doit être capable d'exécuter la commande. Donc on peut le faire avec ça, toujours sans ordinateur. On peut démarrer très simplement. Alors c'est là où on va espérer que... Voilà. Et du coup, ça nous a donné l'idée, voilà, de faire la même chose avec des élèves de terminale. Je suis en train de travailler sur un projet du même type qui permettrait aux enfants à l'école d'avoir l'équivalent de blocs, comme on fait un alphabet, puis on met les lettres pour avoir un mot. La même chose avec des blocs d'instructions que l'on vient assembler, empiler les uns après les autres, et quand je suis prêt, je demande au robot d'exécuter l'ensemble de mes actions. Donc voilà une séquence. Une séquence, ce sont des instructions qui sont données les unes après les autres. Donc là, le robot doit exécuter dans l'ordre. Voilà ce qu'il va faire. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. On est sur une initiation à la programmation, c'est-à-dire en fait d'avoir une pensée qui est construite sans implicite, et on détermine des séquences. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de faire avec des terminales, en utilisant des robots traceurs, parce qu'on voit qu'avec les petits à l'école, ça marche très très bien. Les robots traceurs, ils adorent ça. Et on a réussi à tester notre premier prototype il y a 2 ans. Donc la forme en octogone, c'est eux qui l'ont déterminé. Et les pictos qui sont sur les cubes, c'est eux qui les ont déterminés. Ah non, c'est un octogone, ce ne sont pas un cube. Et du coup, ils ont pu tester concrètement un premier prototype, donc qui est amélioré cette année. Maintenant, on va essayer de partir sur une autre base. Et on voit que du coup, au niveau de la forme, ils sont très à l'aise. Immédiatement, on est dans le manuel. Et c'est ce par quoi on commence par se construire.
Et donc, du coup, hop, voilà. Ça, c'était la démonstration de notre robot qui est capable d'exécuter donc des cycles en fonction d'un programme qui lui est envoyé. Ça reste un projet de bac. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à diffuser les plans, parce que dans l'idée, c'était de faire en sorte d'avoir un système qui soit très peu cher pour qu'il soit fabricable par un collège et faire une interaction entre l'école et le collège. Et là l'interaction, c'était des élèves de lycée qui sont allés voir les élèves d'école pour leur demander quelle était la forme, si ça leur plaisait, etc. Et là, on a une vraie interaction au niveau de l'expression orale, parce que du coup, ils ont découvert qu'il fallait se mettre au niveau des petits immédiatement. Donc là, c'était un peu des techniciens, et là, ils ont découvert qu'au contraire, il fallait descendre d'un cran pour que l'expression soit compréhensible. Alors, j'espère que ça va passer. Ça m'a pas l'air de passer. Aïe. Petit bug. Désolé, je vais essayer de reprendre ça. On n'est pas en forme aujourd'hui, niveau matériel. Donc, du coup, sur la programmation, l'étape d'après, c'était pour vous montrer aussi des outils. Et puis, ce qui est possible et pas possible de faire, parce qu'en fait, ça a une limite aussi. Donc, j'ai joué un petit peu avec le logiciel Scratch, que beaucoup d'enfants utilisent maintenant à l'école primaire, pour essayer de voir quelles étaient les limites du logiciel aussi, ce qu'on ne peut pas faire avec lui. Alors, j'essaie de vous ressortir tout ça. Voilà. Ça y est, c'est reparti. Et donc, dans les outils, depuis, on s'est aperçu, donc quand on a lancé cette idée-là, c'était il y a 2 ans, et on s'est aperçu depuis qu'il y a beaucoup de projets qui ont été mis en commercialisation, en essai, qui sont un peu dans le même esprit, c'est de faire de cette programmation tangible, de pouvoir la manipuler. Donc là, c'est le cas. Ça, depuis, c'est en train d'être commercialisé, celui-ci. Ça, c'est un autre fabricant qui a lancé ces systèmes-là, de petites briques qui vont venir s'emboîter. Et ça, c'est le projet Neuron de MakeBlock, qui a un stand pas très loin, et qui a lancé la même chose, où on peut assembler un bloc avec un bouton, une diode, et ça crée un circuit électrique, en fait. Donc on est toujours dans la manipulation, et on peut ou pas commencer à rentrer dans le logiciel. Il faut prendre le temps, il faut savoir s'ils en ont besoin, s'ils en ont envie aussi. Voilà les types de robots qu'on trouve un petit peu partout dans l'éducation. Maintenant, sur la progression, on a la même chose. On retrouve en fait quelque chose après quand il passe au collège, deuxième étape. Et on s'aperçoit que dans les programmes de technologie, on a une progression et il est possible de changer de logiciel. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps. On peut prendre le temps pour que les enfants progressent. On n'est pas obligé de faire 3 mois de programmation, mais au contraire, le faire petit à petit dans un projet. Et puis l'année d'après, rentrer un peu plus dans le détail. Et puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après, et ainsi de suite. Et ce qui permet surtout de changer de support. En fait, de prendre le temps d'avoir des logiciels qui sont de plus en plus spécialisés, de plus en plus puissants, pour leur faire comprendre que c'est pertinent. Il n'y a pas un logiciel fourre-tout qui fait tout et n'importe quoi. Au contraire, si on a un besoin, on prend le logiciel adapté et on prend le temps. Et donc là, voilà, l'idée, c'est qu'après, ça y est, au lycée, c'est là où vraiment ils verront le code. Donc l'expression de coder, c'est un pipeau commercial. Le code ne peut apparaître qu'au lycée. Avant, ils ne sont pas matures, ça devient trop compliqué. Ça n'a aucun intérêt en plus. Le but, c'est pas tant de coder, c'est de comprendre ce qu'on fait et puis de prendre plaisir à résoudre des situations, comme aux échecs en fait, de créer derrière. Donc quand on attaque ça, souvent la problématique, c'est de démystifier ce qu'il y a derrière la notion de programme, de s'autoriser à prendre tous les chemins, puisqu'en fait, il n'y a pas une bonne résolution. Tout est possible. Le mieux, c'est d'avoir des questions ouvertes, de partir avec des projets de la vie de tous les jours qu'ils ont. Le côté aussi, sortir du côté utilisateur. Je veux que... Non, maintenant tu programmes. Qu'est-ce qu'il faut que le système fasse pour que justement il corresponde à ton besoin? Il y a ça aussi, ça c'est pas facile, c'est d'arriver à passer de l'autre côté de la barrière en fait. Après, le côté bug, en fait, ça n'existe pas. C'est juste qu'à un moment, le câble USB n'est peut-être pas branché. Donc voilà, il faut démystifier tout ça, il faut juste prendre le temps, puis après ça passe assez rapidement. Les raisonnements aussi, c'est vraiment ce que nous on essaie de mettre en avant, et notamment dans le fait de s'exprimer et d'expliquer à quelqu'un d'autre.
soit un camarade, soit venir devant la classe, peu importe. Et donc, dans le faire et refaire, parce qu'en fait, quel que soit le chemin, on peut être fier de son résultat et on va l'amener, on va le retravailler. C'est pas parce que c'est pas fini que c'est une catastrophe. En fait, je me suis aperçu de ça. Quand c'est pas fini, ah bah ok, mais on est déjà bien avancé. Bah c'est pas grave, l'heure vient de finir ou etc. Il faut passer à autre chose. Mais c'est pas grave si à un moment ça se plante ou si ça rate ou si le robot il se casse. C'est pas grave, puisqu'en fait ils ont déjà fourni un travail. Et c'est ça qu'il y a à mettre en avant aussi, c'est de le dire. C'est bien ce qu'on a fait, donc il n'y a pas de souci. Et toujours le côté prendre le temps de réfléchir. Et alors prendre le temps de réfléchir, c'est là où ça pose un problème avec Scratch, puisque du coup tout le monde est parti avec ça. Et ça a tout balayé. Avant, il y avait des logiciels qui utilisaient des losanges, des organigrammes. Il y avait plein de logiciels graphiques. Et depuis qu'il y a Scratch, il n'y a plus qu'un seul truc, c'est mettre des blocs. Ça a tout balayé maintenant, c'est fini. On est passé là-dessus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça a permis de simplifier les logiciels. Parce que vous avez la même chose pour faire des applications pour téléphone, pour Android. Vous programmez. En fait, ils se sont inspirés de Scratch. Google s'est inspiré de Scratch pour créer un environnement qui permet de programmer des applications pour Android. Donc, pour les enfants, c'est transparent, ou pour les débutants, c'est hyper facile de prendre en main ça. De la même façon, sur le matériel, il y a eu beaucoup de choses autour de l'électronique Arduino. Et ce qui fait que, par exemple, je prends l'exemple de MakeBlock, qui est en train maintenant de disperser toute une gamme autour de cartes. Donc on a vraiment un foisonnement depuis très peu de temps, là depuis 2 ans, c'est en train d'exploser dans tous les sens. Et ce qu'on voit, voilà, c'est que c'est en train de... Là maintenant, quand vous arrivez sur des sites de fabricants, ça y est, ça pullule dans tous les sens. Et ça n'empêche que même si on change de matériel ou autre, le nouveau Scratch 3, donc voilà à quoi ça va ressembler, la nouvelle version. J'ai mis que la boucle était bouclée, puisque du coup, ils se sont inspirés de Google pour faire la version 3. Google s'est inspiré de la version 2 pour faire les applications Android. Et eux, pour faire la version 3, se sont du coup inspirés de Google, qui a fait un super boulot. Mais on retrouve toujours la même logique de blocs qui vont venir s'assembler. En tout cas, les logiciels, il y en a plein. Donc voilà, le nouveau M-Block donc, de nos fabricants de chez MakeBlock. Vous avez maintenant plein de gens qui font leur propre logiciel libre. Donc ça, c'est Kit & Block. Et on voit toujours les mêmes structures. Voilà, Webduino. Pareil, des gens qui sont au fin fond du web, mais vous en avez plein des différents. Suivant la carte, vous avez maintenant le logiciel qui va avec. Et par contre, la problématique, c'est de faire en sorte d'avoir un langage. L'intérêt, c'est que c'est ouvert, donc vous pouvez tout modifier. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez modifier le texte pour le rendre accessible. Par exemple, d'avoir des blocs de ce type-là pour des enfants qui débutent. Et puis après, on s'aperçoit qu'il faut 2 blocs de moteurs différents. Et puis après, on peut rentrer dans un truc un petit peu plus complexe où on gère le sens et la puissance. Donc on monte en fait en finesse. C'est tout l'intérêt de varier les logiciels. Il ne faut pas rester bloqué sur un. Il faut les amener, eux, à progresser aussi. Jusqu'au moment où on distingue tout et on n'a plus besoin de la petite photo parce que maintenant, ça y est, on a passé un cap. Le problème qu'il y a maintenant sur ces logiciels-là, c'est qu'ils ont toujours la même forme. Et surtout en termes de couleurs, là ça va parce que j'ai agrandi, mais hop, on a un problème d'accessibilité globalement parce qu'on se retrouve avec 3 teintes de bleu, 3 teintes d'orange jaune et ce n'est pas la priorité. Et on a des enfants qui ont des difficultés justement à la lecture. Et à chaque fois on retrouve ces problèmes de texte et de couleur. Donc là ça reste encore un petit problème. Donc ce serait à améliorer. Et le problème, ce serait en fait, j'ai découvert aussi qu'il y a un problème, c'est que tous ces logiciels-là, c'est à la souris. C'est le drag and drop. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire ce geste-là. Et en fait, leur premier quart d'heure, c'est d'apprendre à laisser cliquer pendant qu'ils déplacent la souris. Et sauf qu'il y en a certains qui ne peuvent pas le faire. Donc eux, ça veut dire que Scratch, c'est une vraie galère. Pour certains, la lecture, c'est une vraie galère. Donc c'est pareil, on manque encore de support adapté. Voilà. S'il y a des bonnes volontés, comme le code est ouvert, il y a possibilité d'améliorer tout ça. Et l'intérêt maintenant, c'est que ce sont des logiciels qui permettent tout type. On peut faire interagir en fait le logiciel. On peut faire une action qui est sur l'ordinateur et qui est en interaction avec du matériel. On peut aller, au niveau de l'imaginaire, maintenant vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de blocage. Là, c'est un exemple qui est fait dans un collège, donc qui est assez facilement réalisable. Alors, oui. Alors, j'essaie de nettoyer un peu.
Voilà. Tac. Et donc, on retrouve aussi plein de fabricants. Il y a plein de logiciels, mais vous avez aussi plein de fabricants qui font des trucs très sympas à base de robots traceurs. On voit que c'est quelque chose qui marche bien, donc voilà, tous les fabricants s'y mettent. Dès qu'il y a une idée qui marche bien, très rapidement, maintenant, vous en avez beaucoup qui sont commercialisés. Et après, c'est à vous de faire un choix en fonction de ce que vous voulez faire ou jusqu'où vous voulez progresser. C'est pour ça que nous, du coup, avec le lycée, les élèves étaient partis sur la base d'un robot traceur aussi, parce qu'on s'est aperçu que ça marchait bien. Alors, en bilan, la première des choses à voir, c'est que maintenant, les élèves, du coup, de plus en plus connaissent. En lycée, on voit qu'ils ont beaucoup de lectures, beaucoup de visionnage YouTube et de tutoriels. Donc, en fait, ils sont assez habitués. Le problème maintenant, c'est d'arriver à canaliser ça pour donner des vraies bonnes pratiques et pas des choses à la sauvage. Donc, ça change la façon de faire. La problématique du tout scratch, c'est un vrai problème maintenant, c'est que ça les ennuie profondément. C'est assez compliqué, c'est pour ça que c'est bien de changer de support et de changer de logiciel. Parce que ce côté bloc perpétuel, pour eux, ils n'ont pas l'impression qu'on attend d'eux quelque chose de plus élevé. Donc en fait, on leur montre toujours le même logiciel comme s'ils stagnaient, alors que c'est des ados, ils n'ont pas envie de stagner. Donc c'est pour ça qu'il faut les tirer un peu vers le haut. Et donc c'est ce que je mets là, changer de logiciel, changer de support. Et notamment un support, je vais vous montrer, et construire des séquences communes. Parce que maintenant, comme tout le monde a peu ou prou les mêmes logiciels et tout, on peut tous partager pour gagner du temps et puis aller plus vite. Et notamment les bonnes pratiques sur du matériel libre, comme celui que j'ai amené. Et un des projets qui m'a assez étonné, c'est les projets sur l'accessibilité. Et notamment, là, nous, on bosse avec une association, voilà, et surtout, ça marche avec tout le monde. Ça, c'est un vrai problème. C'est ne pas perdre les filles en sortie du collège, parce que les sections scientifiques et techniques, c'est à la sortie du collège que ça se passe, c'est pas au lycée. Et du coup, c'est en montrant qu'on peut être créatif, ça réattire les gens en se disant « mais j'ai pas de frontières parce que je sais faire ». Et notamment, ça, c'est un Rennais de l'association My Human Kit qui avait lancé ces projets-là. Et c'est un support qui marche super bien, il y a différents projets. Et ça cartonne chez les enfants, c'est hyper intéressant. Et le tout avec du matériel libre. Donc voilà, c'est lui qui est à l'origine, Monsieur Huchet, qui est à l'origine de ça, puisqu'il a eu un accident, et c'est pour ça qu'il a lancé dans les Fab Labs la possibilité de faire ça. Et dans les changer de support, c'est aussi, il ne faut pas hésiter, parce qu'on a plein de matériel différents. Et notamment, on peut tester du matériel qui, au début, est très facile. C'est des grosses prises, très simples, avec des détrompeurs. Et puis après, maintenant que les fabricants nous proposent plein de matériel, on a juste un frein personnel pour passer d'un matériel à un autre, d'un logiciel à un autre. Il n'y a pas de blocage. Donc on s'aperçoit qu'il y en a énormément. Et en termes de concurrence, c'est pareil, puisqu'en fait, tout le monde est sur les cartes Arduino. Là, à la Maker Faire, on en a sur toutes les tables. Tout le monde est en train de faire ça. On a aussi un concurrent qui s'appelle Pickaxe, qui est anglais, qui marche aussi très bien, mais qui est parti complètement en désuétude, et qui est en train de revenir grâce au projet de la BBC des micro-cartes. Ce sont des cartes de cette taille-là qui ont été distribuées dans toutes les écoles. Donc là, maintenant, eux, ils ont ça, c'est une petite carte, et ça leur permet d'avoir un support de programmation, et non pas programmer pour le plaisir de programmer sur le virtuel, mais du matériel aussi. Et l'intérêt, c'est qu'elle est assez évolutive, donc ça peut être, voilà, ça permet aussi de changer de support. C'est pareil, ce sont des cartes qui sont assez peu chères. Ça, par contre, ça a été complètement abandonné, nous, dans les milieux scolaires. Le Raspberry Pi, c'est pareil, on le voit parce que c'est extrêmement bien, c'est très puissant, mais c'est trop fragile. Et de toute façon, c'est tellement puissant qu'on n'en exploite pas un dixième des capacités. Donc finalement, c'est un investissement qui n'est pas utile. Alors qu'une toute petite carte comme ça fait largement son affaire. Ça nous suffit. Donc finalement, c'est pour ça que là, on le voit plus en termes de milieu scolaire. Et de toute façon, quoi que vous choisissiez, il y aura toujours un logiciel avec des blocs. Voilà. Arduino se programme avec les blocs. En dessous, vous avez un Blockly pour les microcontrôleurs Pickaxe. Et Microsoft est arrivé pour faire des blocs. Incroyable, hyper original. Donc Microsoft, pour la BBC, c'est ce qu'ils ont fait en s'inspirant de ça, qui s'est inspiré de ça. Enfin bref, tout le monde fait la même chose. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bloc. Parce que le problème du code, c'est que ça ne veut rien dire, alors que le but, c'est que les enfants réfléchissent. Et là, on est sur des logiques qui sont plutôt commerciales. Donc les mots, ils sont mixés dans tous les sens. Et les pauvres, ils sont quand même complètement noyés. Donc à un moment, il faut se rationaliser dans ce qu'on fait.
Les langages sont très graphiques, mais on ne voit plus que ça. C'est tout le temps les blocs qui viennent s'emboîter. Et on a un problème d'ergonomie, comme je vous disais, avec le drag and drop. Et des limites techniques. Parce qu'en fait, en termes de limites techniques, moi j'ai joué avec un collègue de maths. On a des problèmes parce que, par exemple, il n'y a pas de typage. C'est-à-dire qu'il est capable de tout mélanger. On n'additionne pas un nombre et un texte. Et pourtant, les langages graphiques sont capables de faire ça. Ils sont capables de faire 2 plus table égale 2 tables. Non, 2 plus table, ça fait rien, ça n'existe pas. C'est pas chou plus carotte égale chou-carotte. Et pourtant, il en est capable. Ça, c'était des tests. Par exemple, comme ça a été codé en anglais au tout départ, si vous écrivez faux ou si vous écrivez false, il le prend de la même façon. Mais sauf que dans certains cas, c'est un booléen et dans l'autre, c'est un mot. Donc faux n'est pas égal à faux. Ouf, ça commence à faire mal à la tête. Il est capable de faire des comparaisons complètement illogiques. C'est assez étonnant. Donc du coup, j'avais présenté ça. J'ai des fichiers Scratch, j'aurai pas le temps de vous les montrer, mais justement, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? On lui dit à la fois de s'orienter, d'avancer, d'avoir une autre orientation et d'avancer. Donc on se dit, bah, s'il va comme ça et comme ça, il prend la diagonale. Pas du tout. En fait, si vous jouez avec le chat orange, la problématique, c'est qu'il va d'abord exécuter le premier bloc qui a été mis sur l'espace de travail. Donc un enfant qui pense qu'il fait une diagonale, ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire s'orienter à 90 ou s'orienter à 0, suivant l'ordre dans lequel vous le posez. Et si vous supprimez le bloc que vous le remettez, c'est donc le deuxième qui prend la main parce que c'est le dernier arrivé qui gagne. Donc si j'inverse les blocs, 90 puis 0, donc ce n'est pas la position, c'est vraiment le fait que vous l'ayez enregistré dedans et ça nous donne toujours la même figure. Donc ce n'est pas du tout du parallélisme. Et il y a plein de gens qui pensent qu'on peut... Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme dans un ordinateur, il exécute tout ce qu'il a très rapidement. Enfin très rapidement, à la vitesse de l'ordinateur quand même. Donc ça pose des problèmes de logique. Voilà, j'avais d'autres exemples Scratch à vous montrer, mais je n'aurai pas le temps de vous les montrer parce qu'on a des soucis, par exemple, quand il a 2 objets. Les notions de variables, c'est pareil, il ne gère pas ça. Tout est en conflit tout le temps. Et c'est le dernier qui parle qui a raison. Donc quand vous êtes sur un système comme un petit robot ou une carte électronique, si c'est le dernier qui parle qui a raison, ça pose un vrai souci. Vous imaginez un ascenseur où à chaque fois l'ascenseur va vers le dernier qui appelle, l'ascenseur passe son temps à se balader, il ne s'arrête jamais nulle part. Ça n'a pas de sens. Et donc voilà, c'est un des problèmes de ce genre de logiciel. Et notamment, si vous essayez d'attaquer là au niveau du temps, comme Scratch tourne sur un ordinateur, le bloc là, qui s'appelle « attendre une seconde », ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est attendre une seconde, il demande à l'ordinateur où est-ce que tu en es de ton timing. Ah bah tiens, il s'est écoulé du temps. Ça y est, vous êtes déjà dans le chou. Donc ça va être la limite de ces blocs-là. Donc ce qui fait que suivant ce vers quoi on veut les amener, il y a des moments où il va falloir changer de support. Et le dernier, l'autre support graphique, là, Blockly, lui, il exécute dans l'ordre du haut vers le bas. Ce n'est pas dans l'ordre dans lequel on l'a positionné. Mais il y a un moment, il faut faire un choix quand on fait un logiciel. Donc eux, ils balayent de haut en bas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence par ça. Donc il affiche pas ça, il va afficher ça. Il va afficher 1 plus 3. Par contre, si je le fais dans l'autre sens, il ne fait pas ça, il va d'abord faire ça, et après il fera ça. Donc voilà, c'est plein de petits trucs, mais en fait, ce qui fait que parfois, ça crée des frustrations. Mais c'est pas grave, il faut apprendre qu'un logiciel, c'est pas parfait, ça a ses limites. Donc c'est ce que je mettais ici, c'est qu'un langage, une langue, c'est une vocation à l'universalité. Nous cherchons par la langue à exprimer tous les possibles. Ce n'est pas le but d'un langage de programmation. C'est verrouillé, il y a une certaine grammaire, ça a une certaine limite. Et du coup, le langage de programmation, qu'il soit graphique ou pas, au moins, vous êtes limité. Donc, vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas grave. Ça fait partie du langage, contrairement à la langue. Donc, c'est un des points sur lequel, en fait, il faut surmonter tout ça pour être capable de programmer sans se dire ça bug. C'est faux, ça ne bug pas. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, ça a des limites. Et c'est ce que je vous mettais avec la pensée computationnelle là, qui est le grand truc dont on entend parler. Hein. C'est juste qu'on prend des néologismes anglais pour mettre ça en avant. Mais c'est pareil, c'est très restreignant. Un langage, c'est typé ça a une grammaire qui est très courte. Une langue, c'est l'universalité. Donc voilà, les amener que sur du langage de programmation, c'est leur dire simplement d'être capable de réagir à quelque chose d'opérationnel.
Et donc, dans les partages des éléments, moi, je fais partie d'Assos et vous avez plein d'enseignants ou d'associations qui partagent tout ça. Donc, tous les projets sont tout le temps open source, enfin libres de droit, pardon. Ils sont plus qu'open source. Ils sont libres et gratuits. Et ce qui fait que vous avez des cas. Et donc, on a les mêmes problématiques aussi dans d'autres pays maintenant qui sont en train de se répartir. Donc, si vous voulez vous mettre à ça, vous n'avez plus de barrière du tout. Ah, merci de votre attention.